Bonjour ou bonsoir les amis et bienvenue aujourd'hui pour la première vidéo de ma chaîne YouTube où on va parler un petit peu de thread d'horreur. Je vous en présente deux aujourd'hui qui sont dans la même thématique, à savoir le camping, les vacances, la forêt, endroits isolés. Vous comprenez un petit peu le thème. Sur sa chaîne YouTube, je vais principalement parler d'horreur, que ce soit des threads d'horreur, des légendes urbaines ou alors du true crime. Les threads d'aujourd'hui, je les ai pris sur Reddit. Mais sachez que si vous voulez encore plus de contenu horreur, il y a mon Spotify qui est en description. À la différence de ma chaîne YouTube, mon Spotify, c'est des histoires que j'ai moi-même écrites et inventé. Donc l'avantage c'est que si vous allez sur mon Spotify, vous aurez en plus de ma chaîne YouTube du contenu horreur supplémentaire parce que il y en a beaucoup qui proposent ça, mais c'est vrai qu'ils mettent juste leurs vidéos en format audio qui est très bien et je critique pas du tout, c'est une superbe initiative et j'adore ça. Mais moi j'ai décidé de pousser encore un petit peu plus ce truc en vous redirigeant sur mon Spotify pour tous ceux qui le voudraient, je ne vous force absolument pas, mais dessus vous aurez des histoires inédites que vous entendrez nulle part ailleurs vu qu'elles viennent de ma tête, à moins que je ghostwrite des youtubeurs, ce qui est totalement faux. Voilà, donc bien si vous voulez plus de contenu horreur original et qui viennent de ma tête et de mes mains, allez sur mon Spotify en description. Maintenant que tout est clair et que les présentations sont faites, passons à la première histoire. On va suivre trois potes, deux hommes et une femme, qu'on va respectivement nommer Amélie, Bastien et Jean. L'histoire se passe lors de l'été 2021. Amélie décrit qu'elle a envie de partir en vacances. Elle contacte alors ses deux potes, Bastien et Jean, et ils trouvent tous les deux que c'est une superbe idée. Ils acceptent donc de suivre Amélie. Vous le savez très bien, mais quand on veut organiser des petites vacances, eux pour le coup ils veulent camper, faut s'organiser un minimum. Et là Amélie, elle va se confier un petit peu. Effectivement, Amélie nous raconte que leur première erreur a été de s'être pris trop en retard. Ils ont donc pas trouvé de camping qui rentrait dans leur petit budget. C'est donc sur un coup de tête qu'ils se sont dit d'aller faire du camping sauvage. Après tout, ils se disent que c'est gratuit, ils auront donc plus d'argent pour payer de la nourriture et des bonnes boissons. Quand j'entends bonne boisson, j'entends alcool, vous allez le voir, on va beaucoup en entendre parler après. C'est mon devoir de vous dire de consommer l'alcool avec modération et même le meilleur des cas, ne consommez juste pas d'alcool. En vrai, moi j'en consomme pas, je vis très bien. Ils se disent que ils sont jeunes, c'est l'été et ils ont l'habitude de faire des soirées tardives sur la plage. Ils sont donc trois, dont deux garçons. Si jamais, donc au pire s'il y a un problème, ils peuvent réagir, ils voient pas comment ça peut mal se passer. Je suis sûr que vous, de votre côté, vous voyez très bien comment ça peut mal se passer. Après tout, en plus, on est sur un thread d'horreur. Mais bon, nos trois amis, eux, ils le savent pas. Et ils vont l'apprendre à leurs dépens. Ils ont donc trouvé un petit coin un peu reculé, peu caché, mais pas non plus au fin fond de la forêt. Ils sont restés un minimum proche de la civilisation. Amélie nous raconte qu'elle a sa tôle de tente, elle. Bastien aussi, mais que Jean, lui, n'en a pas. Et vu qu'il n'avait pas assez de place dans leur tôle de tente respective, Jean dormira par terre, à la belle étoile, dans son sac de couchage. Tout se passe bien, leurs vacances se passent vraiment à merveille, ils peuvent pas être plus heureux que ça. Ils font des petites excursions à droite à gauche, ils ont d'ailleurs assez mal aux jambes et assez mal aux pieds parce qu'ils marchent beaucoup, mais ils adorent, ils profitent. Le soir, ils font des petites soirées, tout se passe bien. Et c'est lors de leur dernière soirée qu'il y aura un petit problème. La dernière soirée de leurs vacances arrive et Jean souhaite rentrer à leur campement un petit peu plus tôt. Parce que oui, les trois étaient partis à une soirée un petit peu plus loin, où il y avait une plage et du monde. Amélie et Bastien, eux, souhaitent rester. Alors Jean leur dit, pas de problème, profitez de votre dernière soirée, mais moi je vais rentrer. Vous inquiétez pas, je connais le chemin. Un petit peu après, Amélie nous explique qu'elle a un mauvais pressentiment. Elle s'inquiète pour Jean. Elle a pas de nouvelles sur son téléphone, il est parti depuis un certain temps, elle s'inquiète un petit peu pour lui. C'est donc pour cette raison qu'elle décide de rentrer au campement pour vérifier que Jean, lui, est bien arrivé là-bas sans problème, savoir s'il dort, savoir s'il va bien. Et c'est là la seconde erreur. Bastien ne souhaite lui de son côté pas rentrer parce que il faut savoir qu'ils ont très mal aux pieds et aux jambes. Comme je vous l'ai dit, dans la forêt, ils ont encore une fois fait beaucoup d'excursions, donc vu qu'ils ont énormément marché, plus l'effet de l'alcool, Bastien décide de rester dormir sur la plage. On a donc Jean qui lui est parti rentrer au campement, mais on n'a pas de nouvelles de lui. Amélie qui, elle, décide donc d'aller voir Jean pour savoir s'il va bien, et Bastien qui décide de rester sur place. C'est là la deuxième erreur de notre groupe d'amis parce que, ils se séparent totalement. Et on le sait, quand il fait nuit, qu'il est 3 h du matin, dans des petits villages un petit peu reculés, faut éviter de se séparer comme ça. Amélie nous donne quelques précisions. De là où ils sont pour rentrer au campement, il y a 25 à 30 minutes de marche rapide. Mais rappelez-vous qu'elle est sous l'effet de l'alcool et un petit peu fatiguée parce qu'il est 3 h du matin. Et encore une fois, un mal de chien aux pieds et aux jambes. Donc nous, on va se dire qu'elle y sera plutôt entre 45 et 50 minutes. Elle est seule, avec peu de batterie sur son téléphone et sans batterie externe pour recharger son propre téléphone. Un énorme sentiment de panique commence à l'envahir lorsqu'elle voit l'entrée de la forêt totalement sombre. Elle allume son flash aux abords de la forêt et elle nous explique qu'elle se sent un peu comme un jeu d'horreur. Vous savez, un peu comme Slender, où on est le personnage avec une petite lampe torche et où on avance dans la forêt. Donc ça la met dans un sentiment encore un peu plus inconfortable. Alors,
Elle fonce dans la forêt, elle court et elle se dépêche de plus en plus parce qu'elle est pressée d'entrer. Elle se dit qu'elle serait rassurée qu'une fois arrivée au campement, parce que normalement Jean il doit y être. Puis soudain, sans luminosité, elle trébuche sur une racine. Elle tombe, elle panique, elle entend plein de bruit autour d'elle, elle se relève en essayant de se rassurer et de se dire que elle est dans une forêt, c'est normal d'entendre ce genre de bruit vu le nombre d'animaux qu'il doit y avoir. Alors elle continue de courir aussi vite qu'elle peut. Essoufflée, elle arrive au campement. Et là, Jean n'est pas là. Comme vous aurez pu le deviner. Il y a longtemps, parce que on est sur un thread d'horreur et vous commencez à comprendre les mécaniques. Bon, et alors là, Amélie fait le point. Il est hors de question qu'elle dorme toute seule ici. Elle entend toujours des bruits aux alentours du campement, comme si quelqu'un tournait autour. Elle la surveillait. Elle se sent vraiment surveillée et épiée. Et la panique monte encore d'un cran. Et en se posant quelques secondes pour réfléchir, elle se rend compte qu'en plus, sa cheville la lance un peu. Sur le coup, elle s'est relevée, elle avait continué de courir parce qu'avec l'adrénaline, elle sentait rien. Mais là, la douleur commence à être trop forte. Elle appelle Jean, Jean ne répond pas au téléphone. Bastien non plus. Donc finalement, Amélie décide sagement de rebrousser chemin. Quand soudain, elle entend des craquements derrière elle. Vous savez, vraiment le sentiment que quelqu'un marche derrière elle. Et en plus, au niveau du tempo, ça la suit. C'est-à-dire qu'elle marche un peu, la personne marche derrière, elle marche un peu plus vite, la personne accélère, etc. Suite à ces bruits, l'adrénaline revient, la douleur disparaît et elle court pour sa vie jusqu'à sortir de cette forêt maudite, jusqu'à en être 5 à 10 minutes à pied de la place où Bastien était resté près de la plage. On peut dire qu'elle a tapé vraiment un sacré sprint pour esquiver tout ça. Elle retourne donc auprès de Bastien et elle lui raconte tout ce qui s'est passé. Elle peut enfin souffler et redescendre en pression. Elle se dit que peut-être c'était Jean qui faisait ces bruits-là. Peut-être que Jean était là-bas, il savait pas qu'Amélie était là, il marchait normalement et elle l'a mal interprété et qu'elle est peut-être devenue un petit peu parano et on peut totalement le comprendre. Mais en tout cas, elle n'y retournera pas pour ce soir et elle restera dormir avec Bastien. Ce n'est que le lendemain, quand elle va se retrouver à 3 avec ses amis, qu'elle apprendra ce qui s'est réellement passé pour Jean. En fait, Jean, il leur a dit qu'il partait, il est effectivement parti et sur le chemin du retour, il a croisé un groupe de personnes inconnues, il a un petit peu sympathisé, il s'est incrusté et ces personnes-là lui proposaient de dormir chez lui, chez eux, dans leur maison. Il a accepté plutôt que de dormir dans un sac de couchage, vaut mieux dormir dans une maison. Donc il a accepté. Ce qui fait que Jean, il n'était pas au campement. Elle précise qu'elle sait que tout ça peut paraître fou, qu'au fond, elle a juste entendu des bruits dans une forêt, tout en étant en état d'ébriété, et que tout le monde peut penser que c'était rien, que c'était des animaux, le vent, peu importe, il peut se passer plein de choses, plein de bruits différents. Mais Amélie nous certifie qu'elle est persuadée que cette soirée-là, dans cette forêt-là, à leur campement, quelqu'un ou quelque chose lui aurait fait du mal si elle était restée. C'est une mécanique qu'on peut voir assez souvent, et effectivement, on peut se dire que elle a abusé. Elle avait de l'alcool dans le sang, pas mal d'alcool, il était 3h du matin, elle était fatiguée, on est dans une forêt, il y a potentiellement du vent, des animaux, c'est rien. Dans sa façon d'écrire, elle est persuadée qu'il y avait quelque chose. Elle avait ce sentiment, vous savez, de protection, que ton corps, il te protège, il te dit arrête. Et elle est persuadée qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose, alors campement. Je sais que ça peut vous frustrer, nous on saura jamais le fin mot de cette histoire, mais elle certifie qu'elle était en danger ce soir-là. Donc à vous de la croire ou non. On part donc sur la deuxième histoire qui est à peu près dans le même thème. Enfin, encore heureux parce que c'est un petit peu le thème de la vidéo, vous allez me dire. On va suivre Matteo qui, d'un coup d'un seul, il sait pas vraiment expliquer pourquoi, mais il a une envie. Il a envie de s'éloigner de la ville, de s'éloigner de tout ce bruit, de toute cette pression, de toutes les responsabilités qui l'incombent avec le boulot. Il a envie un petit peu de se recentrer sur lui-même et on peut totalement le comprendre. Il contacte Luc, son ami de longue date qui lui avait parlé d'un endroit bien sympathique. Une cabane très isolée en Alsace, une sorte de vieux refuge pour chasseurs que Luc avait déjà loué l'hiver passé. Rustique, mais authentique. C'est ce que Luc a dit à Matteo en riant pour lui vendre le lieu. Matteo nous dit qu'il était loin de s'imaginer qu'il allait très vite regretter son choix. Matteo fait ses bagages, hypé par le fait de un petit peu déconnecter de tout ça. Il est trop content et puis allez, c'est parti. Il prend la route, direction son petit cabanon. Il est 18h, mais la nuit est déjà tombée et d'ailleurs brutalement, d'un coup. Effectivement, en hiver et en Alsace, j'imagine que le soleil se couche très tôt et très vite, et que la nuit prend la relève très vite, et subitement également. Matteo décrit la cabane comme petite, en bois noirci par le temps, avec une seule fenêtre qui donne sur une mer d'arbres silencieux. Un vieux poêle à bois est censé réchauffer l'endroit, mais les bûches qu'il a trouvées semblent humides, et le froid lui mord la peau, malgré ses couches épaisses de vêtements. Ce sont ces mots, j'ai vraiment rien modifié parce que j'ai trouvé sa description très parlante, très immersif, je pense, et j'espère que vous, de votre côté, tout comme moi, vous imaginez bien le lieu. Une cabane au milieu de la forêt, un bois un petit peu vieillot, un poêle à bois à l'intérieur, on imagine quelques petits outils dedans, l'ancien truc de chasseur, on voit la fenêtre qui donne vers un océan d'arbres très haut, très fin, avec de la neige parce qu'on est en Alsace. Je pense que là, on a bien plongé le décor.
Matteo est finalement seul. Il explique que Luc devait venir, mais il a annulé à la dernière minute à cause du travail. Et Matteo explique que ça ne le dérange pas d'être seul. Au contraire, c'était le but de venir ici comme ça. Cependant, le silence là le dérange. Il nous dit qu'il ne trouve pas ça normal. Pas un oiseau, pas un bruit de branche dans cette énorme forêt. Rien. Juste le vide qui semble avaler toutes sortes de bruits au sein de cette petite maisonnette. On pourrait de notre côté trouver ça normal. Effectivement, une maisonnette au milieu de nulle part, au milieu de juste une forêt, ça paraît normal après tout. En plus, on peut se dire que vu que c'est une ancienne maisonnette, une ancienne cabane de chasseurs, on peut dire que oui, effectivement, dans la forêt, il est censé y avoir du bruit, des animaux, de la vie. Mais vu que c'est une ancienne maison de chasseurs, peut-être que les animaux ont pris l'habitude de ne pas côtoyer les alentours, par peur de finir en steak haché, donc ça peut expliquer un petit peu le silence. Mais vous allez voir que Matteo va pas en rester là. C'est vrai que si on se met à la place de Matteo, je pense qu'on serait un petit peu tous dans le même état d'incompréhension. Vers 20h, le vent commence à se lever, et cette fois, ça fait pas mal de bruit. Matteo se blottit donc près du poêle à bois, prend un livre, mais explique qu'il ne lit pas réellement. Ses pensées s'égarent sur les légendes d'Alsace que son ami Luc lui avait racontées avant son voyage. Une certaine dame blanche qui errerait dans les forêts enneigées du coin. Les chasseurs maudits dont les âmes se perdent dans les forêts aux alentours. Puis, Matteo secoue la tête. Il n'est pas question de paniquer. Ce sont des légendes débiles qu'on se raconte pour se faire frissonner autour d'un feu. Un coup sec survient contre le mur de la cabane. Matteo sursaute, son cœur s'emballe d'un coup comme un tambour. Il se met donc à plus faire aucun bruit et à juste écouter ce qui se passe pour essayer d'analyser le bruit qui vient de se passer. Il essaye vraiment de rationaliser la chose le plus possible pour se rassurer lui en fait. Je pense qu'on ferait tous pareil dans son cas. Est-ce que c'est le vent? Est-ce que c'est une branche qui a tapé à cause de ça? Il se lève et s'approche de la fenêtre et rien. Il ne voit strictement rien. Uniquement la neige qui tourbillonne dehors dû au harcèlement du vent. Mais alors, il se tourne. Il aperçoit une silhouette, discrète, floue, qui semble être en désaccord total avec le décor carte postale de l'extérieur. Il explique que la silhouette apparaît dans sa vision périphérique. Vous savez, c'est comme moi là, je regarde droit dans ma caméra, mais je vois un petit peu ce qui se passe à droite et à gauche. C'est une vision vraiment pas totalement précise parce que c'est ce qu'on voit aux alentours. Et c'est là qu'il voit la silhouette. Il se tourne dans la direction de la silhouette pour vérifier, et là rien, plus une seule silhouette. Alors il rigole, il se dit c'est mon imagination, c'est pas grave. Il se remet aux côtés du poêle à bois. Mais il va se passer autre chose. Effectivement, il est seul. Il se dit donc que c'est son imagination qui lui joue des tours. Dans une petite cabane au milieu de la forêt avec seulement le bruit du vent et du poêle à bois qui crépite sous le bruit du bois qui brûle comme compagnie. Mais les bruits reprennent finalement. Cette fois du côté de la porte. Ce sont 3 coups, espacés et lents. Son souffle se coupe. Il le sait, ce n'est pas le vent. Pas des bruits distincts et aussi précis que ça. Ça peut pas être le vent. Il y a quelqu'un ou quelque chose juste là. Dehors, dans le froid glacial de l'Alsace. Il prend alors une lampe torche et s'approche de la porte. Sa main tremble au moment de tourner la poignée. La porte grince en s'ouvrant, prouvant la vieillesse du lieu. La lumière de sa lampe torche éclaire de dehors, mais rien. Encore une fois, juste le silence de la forêt. Mais alors qu'il referme la porte, il aperçoit des traces de pas dans la neige, menant de la forêt jusqu'à sa cabane. De grandes empreintes, mais pas de chaussures, comme des pas d'un homme assez grand, très grand même, et pieds nus. Il recule alors, referme la porte lentement, la verrouille discrètement, très doucement, un petit peu paniqué, mais il le sait, il y a quelque chose qui va pas. Il sent comme une présence. Il y a quelqu'un juste là, dehors, quelque chose qui joue avec lui. Et alors qu'il retourne à la fenêtre pour vérifier une seconde fois, il le voit. Quelqu'un ou quelque chose se tient là, juste au bord de la clairière. Immobile. Une silhouette sombre, grande, trop grande pour être humaine, même si il en a la forme qui s'y dessine, mais avec des bras anormalement longs, tombent sur les côtés. Sa tête qui se penche affreusement, comme s'il le regardait d'un air narquois. Matteo recule lentement, fixé vers cette silhouette pour ne pas perdre de vue. Ses mains qui se baladent dans l'espace pour trouver la moindre chose pour se défendre. Et vous savez, il recule et il essaie de fixer la porte, ses mains, ses bras, il essaie de le toucher, et puis d'un coup, il touche quelque chose. Alors il tourne sa tête, et il trouve une hache rouillée qui date. Sauf que le temps de tourner son regard vers la hache, il la retourne vers la fenêtre, plus rien. La silhouette avait disparu. Le reste de sa nuit est un mélange d'attente et de terreur. Matteo n'ose même plus faire un seul geste. À chaque coup de vent, chaque craquement, il sursaute et son cœur semble s'emballer quand à un moment, il entend un rire. Un bruit pas humain, comme si la chose dehors pouvait le voir et prenait plaisir à voir Matteo dans cet état. Matteo ne saurait même pas expliquer comment il a tenu jusqu'à l'aube. Mais dès lors que les premiers rayons de soleil se lèvent entre les arbres, il décide de prendre toutes ses affaires. Il prend son sac, il prend les affaires qu'il peut, mais il en laisse un petit peu sur le tas. Son sac est à moitié rempli par rapport à ce qu'il était quand il était venu et il décide de partir. Il court jusqu'à sa voiture qui était à quelques kilomètres d'ici. Finalement, il la voit. Sa voiture est là. C'est alors qu'en montant dedans, il plisse les yeux. Quelque chose d'anormal est inscrit sur son pare-brise. Une phrase écrite avec un seul doigt. Tu pars déjà ?
Voilà pour cette histoire. Je sais que ça peut paraître frustrant parce que, bah, en réalité, les deux histoires, on sait pas ce qui se passe. La première, on sait pas ce que c'était. La deuxième, on sait pas vraiment ce que c'est. On peut spéculer. Est-ce que c'était une dame blanche, même si la silhouette ne ressemblait pas à une dame blanche? Est-ce que c'était les fameuses âmes des chasseurs maudits qui erraient par ici? On sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que là, Matteo, il a fait face à une légende alsacienne. Bien, dans son chalet, seul. Et je pense que vraiment, la plupart des gens, si on avait été dans son cas, on se serait pissé dessus. Et vraiment, je trouve que cette histoire, elle était vraiment bien. Il a vraiment bien décrit les lieux. J'ai bien évidemment mis des petits rajouts en plus pour encore plus nous plonger dans l'histoire, mais je trouve que cette histoire elle est top. Genre moi j'ai vraiment, quand je lisais le subreddit, je me voyais dedans, je voyais la maison, je l'ai en tête, tout ça vraiment. Et quand tu arrives autant à t'imaginer bien quelque chose, c'est que c'est très bien raconté. Donc Matteo, si tu vois ça, si t'as reconnu ton histoire, parce que bah son prénom n'était pas noté, donc j'ai inventé son prénom, mais Luc c'est vraiment le prénom de son ami, à moins qu'il l'ait lui modifié de son propre chef. Mais si la personne qui a écrit ça passe par ici, big up, parce que c'est vraiment très bien écrit. En tout cas, j'espère que les deux histoires vous ont plu. Encore une fois, n'hésitez pas à aller dans mon Spotify qui est présent en description. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour le référencement, à la commenter. Dites-moi vos histoires préférées, laquelle entre la 1 et la 2 avez-vous préféré? Et puis on se retrouvera une prochaine fois pour une prochaine histoire. J'espère que vous allez bien dormir ce soir. Moi, ça va être un peu difficile après toutes les histoires que j'ai dû lire, mais on va essayer. C'était Aura les gars, et puis à la prochaine. Salut!